Mardi matin a commencé dans le bourdonnement de la routine, une liste de tâches ordinaires que je pouvais presque accomplir en dormant. J'ai fourré des croquettes dans un sac froissé, aligné sur l'étagère du garde-manger avec la même précision que j'avais toujours appliquée aux petites tâches du quotidien. Nourrir le chien, surprendre Ray avec son café au lait préféré du café du coin avant son premier patient. Puis aller chercher Mera à son cours de piano. Simple, prévisible, sûr. J'ai verrouillé la porte d'entrée, déposé le sac de croquettes sur la banquette arrière et me suis installé au volant. La radio murmurait des chansons pop douces qui formaient la bande-son de mon trajet en milieu de semaine. J'ai imaginé le sourire de Ray à la vue du café. La façon dont ses yeux se plissaient au coin comme le lever du soleil après une longue nuit. Je me suis repassé la répétition de Mira dans ma tête. Ce serait la bande-son de notre retour à la maison ensemble. J'étais plus que prêt pour un mardi sans incident. Cette humeur complaisante a éclaté au moment où j'ai grillé le feu rouge de la 8e rue à Maple. Un soleil éclatant perçait le pare-brise, et dans cet éclat, je n'ai pas vu le camion filer à toute allure vers le stop. Ce n'est que lorsqu'un crissement métallique a percé l'air que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, terriblement, à vous briser le cœur. Le monde a basculé à cet instant. Le verre s'est brisé. Le métal a gémi sous une pression bien au-delà de ce qu'il était censé supporter. Mon téléphone a volé du porte-gobelet. Du café a giclé sur la console. Je me suis préparé à l'impact. Pieds cloués au sol, articulation à plat sur le volant, et puis le craquement. La collision brutale, comme deux wagons de marchandises qui s'entrechoquent, comme le bruit que fait le monde quand le sol se fissure sous vos pieds. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai juste eu le temps de ressentir la poussée d'adrénaline qui semblait sur le point de me déchirer en deux. Lorsque la poussière est retombée et que le moteur s'est arrêté brutalement, le monde était étrangement silencieux. Mes oreilles ont éclaté. L'odeur âcre de l'essence emplissait l'air, se mêlant à l'amertume du café renversé. Mon cœur battait si fort que je crus qu'il allait exploser. Je tournai la tête et aperçus, à travers la toile d'araignée de verre brisé, la façade de la clinique de Ray. Cela aurait dû me réconforter, me rappeler que j'y étais presque, que rien de grave ne pouvait arriver tant que je n'aurais pas apporté ce café à ses mains tremblantes. Mais le véhicule qui aurait dû lui faire passer la matinée me souriait depuis le carrefour et ses débris de métal. Il s'effondrait comme une canette de soda jetée. De la fumée s'échappait de sous la portière côté conducteur. Le monde devint noir sur les bords tandis que je luttais contre l'envie de fuir. Nous étions deux voitures à attendre à un feu rouge. Une seule avait le temps de partir. L'autre ne le pourrait jamais. Je ne me souviens pas d'être sorti de ma voiture ni d'avoir avancé vers celle de Ray. Je me souviens seulement d'avoir glissé à genoux dans la flaque collante de café renversé et de verre brisé. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine soulever le téléphone pour appeler le 911. Puis je l'entendis, sa voix, étouffée et inégale, gargouillant à travers les décombres. La panique m'envahit par vagues. Ray, hurlai-je en rampant, ignorant les coupures qui rosissaient mes paumes. Son souffle se bloqua brusquement, et j'ouvris la porte avec une force que je ne me connaissais pas, tressaillant au bruit écœurant de l'acier tordu mordant la chair. Elle s'affaissa en avant, la tête contre l'airbag ensanglanté comme un cygne mourant. Le monde se rétrécit à sa joue ensanglantée et à l'odeur de cuivre dans mes narines. Je pressai ma paume contre son front, murmurant son nom encore et encore, tandis que mes larmes coulaient dans la fente entre ses paupières. Les secours arrivèrent. Urgents, efficaces, mais secondaires à mon esprit. Je ne voyais qu'elle. Je tendis à nouveau la main vers la porte, mais ils me repoussèrent. Leurs uniformes étaient un flou de mouvements répétés. Un médecin lui a fixé un masque sur le visage, des tubes et des fils soudains partout. Je me suis accroché à sa main tandis qu'il la chargeait sur le brancard, mes vêtements trempés de son sang, mon cœur devenant de plus en plus rouge à chaque seconde où il la roulait. « J'arrive !» ai-je crié. Et je le pensais de tout mon être. À l'hôpital, l'odeur stérile de l'antiseptique m'assaillait. Les infirmières passaient en trombe, leurs dossiers serrés contre leur poitrine, le visage poli mais solennel. Je restais immobile au seuil du service de traumatologie, regardant les portes coulissantes s'ouvrir et l'engloutir dans l'obscurité. La panique laissa place à une douleur sourde. Je ne pouvais pas suivre. Tout en moi se tordit lorsque le médecin sortit 30 minutes plus tard, incitant les membres de la famille à une consultation impromptue, l'air grave. Elle est dans un état critique,
dit-il d'une voix saccadée mais teintée de compassion. Le scanner montre une fracture du crâne, un hématome sous-dural et un collapsus pulmonaire. Nous l'avons stabilisée, mais elle aura besoin d'une opération d'urgence et d'une rééducation complète. Avez-vous une assurance? Ma poitrine se serra si fort que je pouvais à peine respirer. J'avalai et réussis à parler. Oui. Non. C'est compliqué. J'avais l'air paniqué. J'étais paniqué. Est-ce que ça va tout couvrir? Le visage du médecin un peu adouci. Une partie, mais pas la totalité. Tu seras responsable d'une part importante des frais. Jetais di semper. Ray, la femme qui m'avait aidé à traverser chaque année sombre, chaque échec, chaque instant où je me persuadais que je ne pouvais plus continuer, était allongée sur un brancard 3 portes plus loin, luttant pour sa vie, et nous n'avions pas la couverture nécessaire pour la soutenir. Je me suis affalé sur la chaise la plus proche, le visage couvert de sang et de larmes. Le désespoir me serrait la gorge. J'avais besoin d'aide, d'argent que je n'avais pas. Mes doigts tremblaient tandis que j'appelais mes parents. Je n'aurais pas dû. Je savais qu'ils m'avaient toujours vu comme le mouton noir, la rêveuse qui avait quitté l'entreprise familiale pour cette petite clinique pittoresque. Mais j'étais désespéré. Lorsque la voix de ma mère s'est adoucie à l'autre bout du fil, je n'ai pas pu retenir les mots. J'ai tout expliqué dans un brouhaha précipité. Le stop, le camion, l'accident, les blessures de l'ascenseur, le coup. Un silence épais et froid s'est installé. J'ai attendu. La sympathie. J'attendais l'amour. Au lieu de cela, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à un point glacial autour de mon cœur. C'est peut-être son heure de partir, a finalement dit ma mère. Son ton était clinique, détaché. Mon sang s'est glacé. J'ai fermé les yeux, le bourdonnement des néons au-dessus de moi devenant soudain assourdissant. La voix de mon père m'a interrompu, plus froide encore. Ton frère donne son concert ce week-end. Tu mets en péril l'entreprise. La famille avant tout. Ma main tremblait si violemment que j'ai dû caler le téléphone entre mon épaule et mon oreille. La famille avant tout. Ma seule famille, ma femme, la mère de mon enfant, gisait brisée par un moment de malchance, et il la considérait comme un dommage collatéral. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse m'offrir davantage de poison. J'étais assis seul dans ce couloir d'hôpital, ensanglanté et brisé, les yeux fixés sur une chaise vide. Le café que j'avais prévu d'offrir à Ray était oublié, éclaboussé sur le carrelage comme une blague cruelle. Ma vie avait basculé en l'espace d'un battement de cœur. Et le simple mardi que j'avais prévu. Je n'avais plus de vie. Il ne me restait plus qu'à lutter pour elle, pour nous, pour la femme qui n'avait jamais envisagé de m'abandonner. Et maintenant, pour la première fois, je comprenais à quel point je pouvais être féroce. J'étais assise dans le couloir de l'hôpital, les lumières stériles du plafond bourdonnant au-dessus de moi, mes mains encore collantes de sang. Il l'avait emmenée au bloc opératoire 20 minutes plus tôt. Je n'avais pas bougé, je ne pouvais pas. Son nom résonnait encore dans ma tête. Le son de son dernier souffle, comme une écharde dans ma poitrine. J'ai appelé mes parents parce que je ne savais plus où donner de la tête. J'étais à court d'options, à court de temps, et plus terrifié que jamais. Et j'ai commis l'erreur de croire, l'espace d'une seconde, qu'il pourrait vraiment s'en soucier. Ma mère a répondu à la deuxième sonnerie. Cecilia Langston, a-t-elle dit de ce ton poli qu'elle utilisait lors des appels en salle de conférence et sur les scènes de gala. Le même qu'elle utilisait pour tenir les gens à distance. Maman, ai-je dit, ma voix à peine audible au-dessus d'un murmure. C'est Ray. Elle est à l'hôpital. C'est grave. Il y a eu un accident. Un silence. Pas d'inspiration. Pas d'alarme. Juste le silence. Je me suis lancé dans l'explication, espérant qu'en donnant juste assez de contexte, assez de détails, elle comprendrait par-delà sa froideur. Je lui ai parlé du camion qui avait grillé le stop, de la voiture de Ray froissée comme du papier, de la fracture du crâne, du poumon affaissé, de l'opération en cours, du miroir, du coût des soins, du fait que l'assurance ne ferait qu'effleurer ce dont elle avait besoin. Ma voix s'est brisée, la honte me serrant la gorge lorsque j'ai ajouté « J'ai besoin d'aide financière ». Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis, enfin, elle a parlé. C'est peut-être son heure de partir. Ça a retenti comme une gifle. Non, pas une gifle. Un coup de couteau, délibéré et net, juste entre mes déchirures. Quoi? J'ai dit, bien sûr, je l'avais mal entendu. Mon cœur,
a-t-elle dit avec une condescendance imméritée. Ce sont des choses qui arrivent. Parfois, la vie prend les gens quand c'est leur heure. Sacrocant. Trop serré ne fait que rendre les adieux plus difficiles. Elle n'est pas morte, dis-je entre mes dents. Elle n'est pas partie, mais elle pourrait bientôt l'être, répondit-elle, calme comme si elle lisait un bulletin météo. Tu dois te préparer. Tu as des responsabilités. Tu ne peux pas t'effondrer pour une seule personne. Une seule personne. C'est alors que la voix de mon père s'est coupée dans le cliquetis de la ligne lorsqu'il a rejoint l'appel. Ton frère a un argumentaire important ce week-end. Il a dit, il travaille sur cet investissement depuis 6 mois. S'il est conclu, nous ferons appel à des partenaires internationaux. Nous avons besoin que tu sois concentré, pas que tu t'effondres. Je ne te demande pas de soutenir mon argumentaire, dis-je, debout, arpentant le carrelage en linoléum comme un homme à la peau trop tendue. Je te demande de l'aide pour sauver la vie de ma femme. Elle est un fardeau maintenant, dit mon père sans hésitation. Réadaptation, soins à domicile, thérapie? Ce n'est pas tenable, et tu le sais. Je m'appuyais contre le mur tandis que le sang se retirait de mon visage. Je sentais encore le pouls de raie sous mes doigts, celui de tout à l'heure. Faible, vacillant, mais elle était toujours là. Elle se battait toujours et il parlait d'elle comme d'un mauvais prêt. Ray est la mère de Mira, dis-je, la voix tremblante d'une rage incontrôlable. C'est ma femme. Non, fiston, dit-il d'un ton qui me retourna l'estomac. Nous sommes ta famille, et là, tu choisis un fardeau plutôt qu'un héritage. C'était là, mis à nu. Il n'avait jamais vraiment accepté Ray. Elle était chaleureuse là où ils étaient calculateurs, empathique là où ils étaient stratégiques. Elle ne venait pas pour l'argent, se fichait du statut, ne s'en remettait pas à eux comme ils l'espéraient. Mais elle m'aimait, et je l'aimais plus que je ne pourrais jamais l'exprimer. Cela m'avait toujours suffi, mais pas à eux. Ils ne l'avaient jamais dit à voix haute auparavant, pas jusqu'à cet instant. Maintenant, ils l'avaient fait. Elle n'est pas jetable, dis-je d'une voix basse et venimeuse. Elle n'est pas essentielle, rétorqua mon père. Et c'était ça, le déclic. Ce dernier commentaire éveilla en moi quelque chose de pur et de définitif. Une décision forgée dans la douleur et la trahison, scellée. J'ai retiré le téléphone de mon oreille et l'ai regardé comme s'il s'était transformé en quelque chose de toxique. Je n'ai pas raccroché. Je l'ai simplement laissé faire. Tumor. Leurs voix se sont évanouies. Ils ne me parlaient plus. Ils me parlaient. D'efficacité, d'optique, de business, pas d'amour, pas de Ray, pas de ce qui comptait. J'ai laissé le téléphone sur le banc et je suis sorti, aspirant comme si cela pouvait apaiser le vide qui grandissait dans ma poitrine. Mes articulations me faisaient mal à force de serrer les poings. J'ai levé les yeux vers le ciel, bleu et moqueur, comme s'il se fichait lui aussi de savoir si Ray vivait ou mourait. Mais si. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est durci, quelque chose de tranchant et d'immuable. J'avais passé ma vie à essayer de prouver à mes parents que je méritais leur respect, leur vision de l'amour. J'ai joué le rôle, suivi le scénario, rejoint l'entreprise familiale. Même lorsque je suis parti aider Ray à ouvrir sa clinique, j'ai essayé de garder un pied dans leur monde, craignant ce que cela signifierait si je m'éloignais complètement. Mais maintenant, je le voyais. De toute évidence, ils n'ont jamais considéré Ray comme ma famille. Et maintenant qu'elle était vulnérable, maintenant qu'elle pourrait avoir besoin d'années de soins, ils l'avaient complètement oubliée. Ils ne m'ont pas seulement déçu, ils se sont révélés, et je ne l'oublierai jamais. Je suis retourné à l'intérieur, je me suis dirigé vers le poste des infirmières et j'ai demandé une copie du dossier de Ray. J'ai demandé des informations sur les options de soins privés. J'ai demandé des spécialistes. J'ai demandé ce qu'il faudrait faire non pas pour la stabiliser, mais pour l'aider à remarcher, à respirer, à parler, parce que je déplacerais des montagnes. Je brûlerais chaque dollar que j'avais. Je dormirais sur un agent d'hôpital pendant des mois s'il le fallait. Et je ne demanderais plus jamais rien à ces gens. Cette nuit-là, je me suis assise au chevet de Ray, lui tenant la main tandis qu'elle flottait dans le vide de l'anesthésie. Son visage était pâle, ses lèvres sèches, les machines bipant sans interruption. Je lui ai raconté tout ce que Mira avait dit cette semaine-là. Je lui ai raconté que Winston traînait sa laisse jusqu'à la porte, l'attendant. Je lui ai dit que j'étais là, que je n'irais nulle part, et je lui ai fait une promesse, là, sous la lumière blanche de l'hôpital.
Je ne les laisserai plus jamais te toucher, je murmurai-je en pressant mon front contre sa main. Tu n'es pas un fardeau. Tu es tout. Je la protégerai, même si cela signifiait devenir quelqu'un que je n'aurais jamais cru pouvoir être. Les yeux de Ray s'ouvrirent brusquement dans la brume des soins intensifs, et pendant un instant, je retins mon souffle, craignant que la moindre perturbation ne les ferme à jamais. Le sifflement mécanique du respirateur emplit la pièce silencieuse tandis que je me penchais en avant, prenant garde de ne pas bousculer les tubes qui entouraient sa silhouette fragile. Sa peau était blême, des bleus fleurissaient comme des fleurs sombres sur ses joues. Mais l'étincelle dans son regard, fugace, curieuse, était la chose la plus féroce que j'ai jamais vue. Je déglutis, la gorge serrée. Elle était toujours là. Elle se battait. Et je serais damné si je laissais quoi que ce soit ou qui que ce soit éteindre cette lumière féroce. Je glissai une main sous la sienne, mes doigts effleurant le tissu froid du drap d'hôpital jusqu'à trouver de la chaleur. Et, murmurai-je d'une voix rauque d'émotion. Tu as réussi. Mon pouce traça des cercles sur sa peau tandis que tout en cartographiant chaque instant de sa résilience. Les moniteurs émettaient des bips irréguliers en réponse, comme pour célébrer sa petite victoire, souffle après souffle. La berceuse de Mira, celle qu'elle fredonnait toujours sur le chemin du retour, s'échappait doucement du haut-parleur de mon téléphone. La mélodie préférée de Ray, un fil conducteur qui avait autrefois tissé notre maison. Je la regardais froncer les sourcils en entendant ses notes familières et une larme couler sur sa joue. Je l'essuyais, luttant contre l'envie de laisser couler les miennes. Je restais forte pour elle. Pour nous? La porte s'ouvrit et une infirmière apparut avec un doux sourire. Yeme redresai. Comment va-t-elle? Demandai-je, la voix ferme par la force de ma volonté. L'infirmière consulta le dossier accroché au pied du lit. Stable pour l'instant, dit-elle doucement. Nous avons programmé un scanner cet après-midi pour évaluer l'édème. S'il reste bas, nous commencerons le sevrage du respirateur dans les 24 heures. La rééducation est en cours, mais elle n'est pas encore tirée d'affaire. Il suffit de continuer à lui parler. Les voix familières aident. J'ai hoché la tête, la gratitude mêlée à ma détermination. Merci. Tandis que l'infirmière partait, j'ai refermé doucement la porte derrière elle. Je me suis rassis et j'ai repris la main de Ray, répétant des vérités simples. Mira t'a envoyé un dessin. Elle est si fière de sa maman. Winston a attendu près de la porte toute la matinée. Il voulait apporter un jouet. Et je ne vais nulle part. Je lui ai parlé de ma décision d'exclure mes parents de tous les aspects de notre vie. Les mettre sur liste noire, comme disaient les avocats. Je lui ai raconté comment j'avais vendu ma voiture et puisé dans nos économies pour engager la meilleure équipe de traumatologie possible. J'ai décrit chaque appel tardif aux spécialistes de la ville et de tout l'État. Chaque courriel frénétique envoyé au centre de rééducation pour quémander un lit. Je lui ai dit que lorsqu'elle se réveillerait complètement, je l'attendrais avec un café à la main, exactement comme promis. Les minutes se sont transformées en heures. Le seul bruit était le bourdonnement rythmique des machines et le léger frottement de mon pied sur le sol tandis que je bougeais. Mon esprit revint au moment où ma mère était entrée dans la chambre de Ray, plus tôt dans la journée. J'étais debout à son chevet, à dire à Harry combien je l'aimais, quand la porte s'est refermée. Mon cœur se serra en voyant Cecilia entrer, ses talons aiguilles tapotant impérieusement le linoléum. Son regard parcourut les écrans et les tubes avec une pitié vague et piquante. Quel dommage, avait-elle dit, la voix imprégnée d'une fausse sympathie. Tous ces efforts, toute cette beauté gaspillée. Mon sang avait bouilli. Puis j'avais enregistré chaque mot, chaque ricanement, chaque regard perçant, et envoyé le tout à l'administration de l'hôpital, au conseil d'administration de mon père et à tous les avocats que je connaissais. Je ne la laisserai pas empoisonner cet espace, cet instant, la vie de cette femme. Maintenant, assise à côté de Ray, je réalisais combien la frontière entre la vie et la mort était fragile. Une semaine auparavant, nous avions organisé un pique-nique en famille. Aujourd'hui, je comptais les secondes qui lui restaient. Mais même dans cet abîme d'incertitude, elle avait fait preuve d'une force que je n'avais jamais pleinement appréciée. Quand ses doigts frémissaient tandis que je parlais, quand ses cils frémissaient aux berceuses de Mira, je voyais une guerrière sous cette apparence meurtrie. Elle refusait de se rendre, et je refusais de la laisser se laisser vaincre. Les résultats du scanner cutané arrivèrent en fin d'après-midi. Un chirurgien sortit du bloc opératoire,
sa blouse encore imbibée d'antiseptique. Il me fit entrer dans sa petite salle de consultation. Bonne nouvelle, dit-il en s'appuyant contre le bord du comptoir. L'édème avait diminué. Plus de saignements supplémentaires. On peut réduire la sédation ce soir. Si tout va bien, elle respirera d'elle-même d'ici demain matin. Un long chemin nous attend, mais c'est le tournant. Un soulagement m'envahit, chaud et irrésistible. Je fermai les yeux, expirant un souffle que je n'avais pas réalisé avoir retenu. « Merci », murmurai-je. « Merci ». Il hocha la tête et partit, me laissant seul avec mes pensées et une lueur d'espoir que je n'avais pas osé nourrir jusqu'à présent. Je retournai au chevet de Ray et m'agenouillai près de sa chaise, déposant de doux baisers sur sa main. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, le rythme du respirateur toujours présent, quoique diminué. Tu es la femme qu'ils n'ont pas pu. Tour, murmurai-je. Le monde a essayé. Ils ont essayé. Mais tu es toujours là. Un faible sourire se dessina sur ses lèvres tandis qu'un murmure de reconnaissance traversait son visage. Je pris cela pour une victoire. Dehors, les lumières du couloir commençaient à faiblir à mesure que le soir approchait. Je m'installai sur la chaise en plastique, tirant une couverture du porte-visiteur sur mes épaules. J'ai tenu la main de Ray toute la nuit, lui racontant notre premier rendez-vous, le moment où nous avons appris que nous étions enceintes de Mera, les innombrables jours ordinaires qui composaient notre vie. Chaque souvenir était une déclaration, un témoignage de l'amour qui nous avait portés jusqu'ici et qui nous porterait encore plus loin. Je somnolais par intermittence, la tête appuyée contre la barrière du lit, jusqu'à ce qu'un léger bip sur l'écran me réveille. Les mains de Ray serraient les miennes. Un geste insignifiant, mais qui portait tout le poids de son âme. Je serrai à mon tour, les larmes coulant enfin. Elle était toujours là. Elle se battait toujours. Et moi, l'homme qui avait failli tout perdre, je resterai à ses côtés jusqu'à ce que la dernière lueur de cette lumière féroce s'éteigne. Ou jusqu'à ce que nous sortions tous deux de ce cauchemar plus fort qu'avant. Car certaines batailles valent n'importe quel prix et la femme qu'ils ont tenté de tuer était mon cœur, mon foyer et ma raison de continuer à me battre. Au moment où mon téléphone vibra et que le nom de Griffin s'afficha à l'écran, ma poitrine se serra. J'avais espéré bêtement qu'il poserait des questions sur Ray, s'enquérir de son état, m'apporterait son soutien, mais l'empathie n'avait jamais été son fort. Je répondis à la deuxième sonnerie, me préparant à un nouveau coup dur. « Salut », dis-je doucement, ravalant la boule dans ma gorge. Sa voix grésillait à travers la ligne, fade et saccadée. « Tu as raté la réunion de présentation. » Je fixai le sol, tressaillant comme frappé. J'étais à l'hôpital. Un soupir, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. « Tu as raison. » Mais les investisseurs étaient furieux. Ils ont reculé. Papa est furieux. Mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Elle a failli mourir, Griffin. Ouais, mais elle n'est pas morte. Il marqua une pause, laissant la phrase se poser. Elle est sous respirateur artificiel dans un lit, assez stable. Mais ma présentation avait lieu aujourd'hui et tu es censé avoir l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe? Les mots avaient un goût de bile. Je fermai les yeux, l'imaginant debout dans une salle de réunion élégante. Des diapositives PowerPoint défilaient tandis que des investisseurs en costume sur mesure se penchaient en avant, hochant la tête. La même salle de réunion que j'avais autrefois fréquentée. J'avais choisi une vie différente. Une vie avec Ray et Mera, où les profits se mesuraient en rire et en confiance plutôt qu'en bilan financier. Je ne suis pas ton coéquipier, dis-je d'une voix basse mais assurée. Je suis son mari. Voilà. La pique lui a frappé au ventre. Elle Hurricane. Tu dramatises. L'entreprise, c'est notre famille. L'empire de papa. Ta petite clinique et l'accident de ta femme. The change rain. J'ai senti la brûlure me monter au visage. Des années passées à jouer les seconds rôles, à être le fils silencieux qui part, celui qui n'était pas le parent de l'air, tout a flambé. J'ai serré les dents. Son accident a tout changé. Il s'est penché vers moi, la voix froide. Tu as mis en péril la réputation de l'entreprise. Les investisseurs parlent. Ils voient ton absence. Ils voient notre vulnérabilité. Ils se sont retirés. J'ai dégluti. Elle a failli mourir. Cliniquement, a-t-il répondu. L'opération s'est bien passée. La rééducation coûte cher. Oui, mais ce n'est pas la fin du monde. Tu as besoin de renfort.
Tu dois compartimenter. Compartimenter. Le mot résonnait dans mon crâne. Repousse tes émotions. Traite l'amour comme une dépense professionnelle. Glisser à travers la vie, laissant des ruines sur mon passage. Je fermai les yeux, imaginant le regard bleu acier de Griffin, intouchable et inébranlable. Mon frère autrefois bien-aimé, maintenant un étranger. Qui t'a appris ça? Demandai dausmant. Compartimenter. Comment abandonner quelqu'un quand il a le plus besoin de toi? Il resta silence. Puis, papa, admit-il. Sa voix manquait de triomphe, juste une acceptation lasse. Il m'a dit que c'est comme ça qu'on survit. Ne t'attache pas trop. Je laissai ces mots m'envahir. La philosophie glaçante de mon père révélée. Les sentiments étaient des fardeaux. Les liens étaient des maillons faibles. En amour, le véritable amour était une indulgence qui menaçait les résultats. L'avenir de papa est notre avenir, dit Griffin, reprenant leur mantra. Je suis désolé, mais tu dois prendre la relève ou te retirer. Écarte-toi, murmurai-je, choqué. Cette pensée ne m'était jamais venue auparavant. Quitter l'héritage que j'avais tant essayé de préserver, laissant derrière moi la cage dorée qu'ils avaient construite pour moi. Mais maintenant, les barreaux de la cage me semblaient des chaînes, et je pris une inspiration qui siffla dans ma poitrine. Je ne peux pas, dis-je fermement. Plus maintenant. Il hésita, la ligne grésillant de tension. Je ne comprends pas. Si, dis-je. Je comprends exactement qui tu es, ce que tu représentes, et pourquoi papa t'a fait confiance pour m'exclure de tout ce qui comptait. Tu as toujours été son fils chéri, mais pas moi. Griffin ne dit rien, et je pris cela comme une permission de continuer. Elle est ma famille, la mère de Mira. Elle m'a sauvé 1000 fois quand j'étais perdu. Et maintenant, je vais la sauver. Je préférerais perdre chaque dollar, brûler tous les ponts, plutôt que de la laisser affronter ce combat seule. Son soufflesse culpa. Je l'imaginais bouche bée, réalisant que son frère avait trouvé une cause plus importante que n'importe quel triomphe d'entreprise, plus importante que le nom de la famille. Finalement, il parla, la voix étranglée. Je suis désolé. Je fermai les yeux pour ne pas être submergé par les larmes, mais elles coulèrent quand même. Ne sois pas ainsi. Il s'éclaircit la gorge. Écoute, je vais parler à papa. On pourra peut-être. Non, l'interrompis-je d'une voix résolue. C'est mon combat. Je n'ai besoin ni de ta charité ni de ta pitié. J'ai juste dégluti avec difficulté. Je voulais juste que tu saches pourquoi je suis parti. D'accord, dit-il doucement, une pointe de tristesse se faufilant dans les parasites. Prends soin d'elle. J'appuyai mon pouce sur l'écran, raccrochant. Le silence m'enveloppa, un contraste bienvenu avec la tempête qui me rongeait la poitrine. Je regardai la lettre arriver le matin même, posée sur le bureau d'accueil de l'hôpital où je l'avais récupérée en entrant. Tu mets en péril la réputation de l'entreprise. L'accident de Ray n'est pas une excuse pour abandonner émotionnellement tes fonctions. L'avenir de Griffin est l'avenir de cette famille. Signature, salutations, pas d'amour, pas de chaleur, juste la guerre. Je froissai le papier, le laissant tomber par terre, oublié. De toutes mes forces, je rejetais leur définition de la famille. Ils ne voyaient que profit, approbation, héritage, des objectifs creux comparés à la chaleur, au sourire de Ray et à la douce étreinte de notre fille. Je me levai et me dirigeai vers la chambre de Ray, mes bottes claquant sur le linoleum. La porte était légèrement entr'ouverte, et à travers elle, je vis sa silhouette mince endormie sous des draps blancs immaculés. Les machines bipaient doucement. J'entrai et m'agenouillai près d'elle, lissant une mèche de cheveux de son front. Elle murmura, à moitié rêveuse, et je déposai un baiser entre ses sourcils. Maman, appela la voix de Mira depuis l'embrasure de la porte. Mon cœur se serra lorsque je me retournai pour voir notre fille serrant sa couverture, les yeux écarquillés d'espoir. Je peux la voir. Je hochai la tête, me levai et la pris dans mes bras. Mira déposa un baiser sur la main de Ray, puis fit une grimace lorsque le bip de l'écran se fit plus fort, comme pour le réprimander de perturber le sommeil de sa mère. Elle enveloppa le doigt de Ray de sa petite paume et murmura « Je t'aime, maman ». Une larme coula sur la joue de Ray. Je retins mon souffle, attendant, espérant qu'elle se réveille, mais elle dormait, respirant régulièrement, comme si elle rassemblait des forces pour les batailles à venir. Je regardai Mira, puis Ray,
et sentis le premier véritable morceau que je connaissais depuis l'accident. Non pas le morceau creux de l'indifférence de mes parents, mais un morceau féroce, né de la loyauté et de l'amour. Ils avaient jugé la vie de Ray superflue. Ils avaient considéré mon dévouement comme un handicap. Ils avaient défini la famille par la richesse et la réputation. Je les redéfinis à cet instant, les bras de ma fille autour de mon cou et la main fragile de ma femme dans la mienne. La famille n'était pas un héritage en or. La famille, c'était ceux qui vous soutenaient quand vous en aviez le plus besoin, quel qu'en soit le prix. Et je resterai à leur côté sans broncher jusqu'à mon dernier souffle. Je me suis réveillé avant l'aube, la lueur fluorescente de l'hôpital filtrait à travers les stores de ma chaise de veille improvisée. Le monde extérieur dormait encore, inconscient des combats qui se déroulaient dans des couloirs stériles. J'étirais mes membres crispés et je ramais, veillant à ne pas perturber les moniteurs de Ray. Chaque bip, chaque sifflement du respirateur me semblait un engagement. Elle se battait encore, et moi aussi. Mera était en sécurité avec un voisin qui s'était porté volontaire. Je me dirigeais vers la cafétéria de l'hôpital, avide de café et de clarté. La première gorgée me brûla la gorge, mais elle dissipa le brouillard qui m'envahissait l'esprit. Je sortis mon ordinateur portable et contemplai la longue liste de choses à faire que j'avais écrite au dos d'une serviette en papier la veille. Appeler des spécialistes en traumatologie, rencontrer un coordinateur de soins, consulter un avocat pour inscrire mes parents sur la liste noire, organiser un soutien financier familial. S'il en restait, je commençais par de l'argent. Notre compte d'épargne avait diminué à quelques milliers de dollars après l'accident, mais je savais que nous pouvions y puiser. Je me connectais à notre compte de courtage et commençais à liquider de petites positions, suffisamment pour réapprovisionner notre compte courant et couvrir les frais chirurgicaux urgents. Puis j'ai vendu la voiture que j'avais conduite jusqu'à l'hôpital, publiant l'annonce avec une description tacite, et celle, comme clause de non-responsabilité. En quelques heures, j'ai trouvé un acheteur. J'ai déposé le chèque directement au service de facturation de l'hôpital et j'ai ressenti une victoire creuse. Il me fallait davantage de fonds. Thérapie, chambre individuelle, équipement spécialisé, aménagement du domicile. J'ai ouvert un autre onglet de navigateur et envoyé un courriel au cabinet de mon père. Je perdais ainsi toute autorité qui me restait. Plus de logos d'entreprise sous ma signature. Plus de liens avec le monde qui nous avait abandonnés. Ma tâche suivante consistait à constituer une équipe médicale de rêve. J'ai contacté le neurologue en chef du meilleur hôpital de la ville, celui dont je dévorais les recherches publiées sur la guérison des lésions cérébrales tard le soir, terrifié par le pire scénario. Il a accepté de me consulter en personne et m'a rencontré au milieu de sa tournée matinale. Je suis arrivé dans son bureau, les murs tapissés de diplômes et de couvertures de journaux encadrés, et j'ai présenté mon cas avec la candeur d'un homme dont le mariage était en jeu. Il m'a écouté, le regard empathique derrière ses lunettes à monture métallique, et m'a présenté un plan, des scanners mis à jour toutes les 72 heures, un programme de kinésithérapie et d'ergothérapie ciblé pour stimuler la neuroplasticité, et un protocole expérimental de sevrage respiratoire qui pourrait réduire la durée de vie de Ray sous respirateur. Ce ne sera pas facile, a-t-il prévenu. Mais avec des soins assidus, elle a toutes ses chances. Je lui ai serré la main avec une gratitude si intense qu'elle a failli le déstabiliser. Ensuite, je me suis attaqué aux soins à domicile. Une infirmière libérale expérimentée en réanimation traumatologique coûterait une fortune, mais je refusais tout compromis. J'ai trouvé une coordinatrice de soins par l'intermédiaire du service social de l'hôpital, une femme à la voix douce nommée Jean, qui s'est occupée de tout, de la location de matériel médical au service de transport. Elle m'a écouté décrire nos difficultés, l'emploi du temps scolaire de Mira, mes horaires de travail irréguliers en tant que copropriétaire de la clinique, le besoin de Ray d'une surveillance 24 heures sur 24 après sa sortie de l'hôpital. En 48 heures, nous avions établi des contrats pour une infirmière de nuit, des séances de thérapie de jour et un portail centralisé où je pouvais suivre les rendez-vous et la facturation. J'ai signé chaque pointillé, me préparant à l'impact sur nos finances, mais déterminé à épargner à Ray et Mirror tout traumatisme supplémentaire. À la fin de la deuxième semaine, je me sentais comme un général se préparant au combat. Chaque rendez-vous, chaque appel téléphonique, chaque chèque signé constituait une pierre de plus dans la forteresse que je construisais autour de ma famille. Je passais mes matinées à me renseigner sur les équipements adaptatifs, les lits d'hôpitaux pliants, les appareils vocaux pour les patients réapprenant à parler,
les matelas antisédiments pour prévenir les sources de pression. Les après-midi étaient consacrés aux marathons téléphoniques, aux appels aux assurances, aux demandes de subventions, aux collectes de fonds auprès de quelques fondations caritatives qui soutenaient les survivants d'accidents. J'ai rédigé une lettre concise détaillant l'histoire de Ray, ses contributions à la communauté en tant que vétérinaire soignant gratuitement des animaux de refuge, et notre besoin urgent d'aide. J'ai cliqué sur « Envoyer » pour chaque courriel, espérant que quelqu'un, quelque part, me tendrait la main. Le soir, je retournai au chevet de Ray, serrant contre moi mon éternel carnet rempli de notes griffonnées et d'échéances. Elle avait finalement été retirée du ventilateur il y a 2 jours, et j'avais compté chaque souffle alors qu'elle passait ses lèvres. Maintenant, elle était allongée avec un masque d'oxygène attaché autour de sa mâchoire, les yeux se fermaient mais les mains jointes derrière sa tête comme si elle se préparait pour le décollage. Je me suis assis à côté d'elle, en train de filmer mes doigts à travers les siens et j'ai lu à haute voix dans un livre pour enfants que Mera adorait, un avec des animaux parlants et des fins heureuses. Parfois, elle se contractait sur les mots familiers. Parfois, elle tracerait la page avec son doigt. Chaque signe de reconnaissance était suffisant pour m'alimenter les pires jours. Assez pour bannir les fantômes du doute de soi qui chuchotait, je n'aurais pas les ressources ou la force de voir cela. Mera s'est rendue tous les après-midi, rebondissant sur la pointe des pieds avec ses bras surchargés de dessins et d'animaux en peluche. Elle placerait une bannière gribouillée au-dessus de la tête de Ray qui disait « Get well bientôt, maman ». Offrait ensuite un sourire timide avant de se percher sur le bord de la chaise. Nous parlons de sa journée. Comment Miss Hernandez a apporté des cupcakes dans sa classe. Comment elle s'est fait un nouvel ami nommé Lucas. Et je répondais à ces questions avec une douceur douce. Le cerveau de votre maman doit guérir. Donc, parfois, elle ne se souvient pas du jour. Elle hochait la tête solennellement, rentrait ses dessins dans la paume de Ray et repose sa tête contre mon épaule. Ensemble, nous avons formé un cercle d'espoir rayonnant de ce lit d'hôpital. Dans le silence entre les rendez-vous, j'ai trouvé des moments pour respirer. Je sortirais, le soleil de fin d'après-midi doux sur mon visage et me rappellerais que des progrès se produisaient. La forteresse que j'avais construite était robuste, ses murs construits en sacrifice et une résolution inébranlable. Je ne pouvais pas prédire chaque tempête, mais j'avais fortifié notre famille contre le coup de vent le plus féroce. Avec chaque centime dépensé, chaque appel fait, chaque plan exécuté, j'avais répondu à l'appel pour protéger ceux que j'aimais. J'avais transformé le désespoir en action. Et dans ces moments calmes où le monde se sentait à la fois fragile et indomptable, je me suis permis à une pensée sans garde. Peu importe ce qui est venu ensuite, nous y faisions face ensemble, fortifiés par l'amour, et protégés par la forteresse que j'avais construite avec mes 2 mains. Je me suis assis seul à la faible lumière de mon bureau à domicile, les murs bordés de livres sur la finance, le droit des entreprises et la comptabilité médico-légale. Ray se reposait à l'étage, sa respiration finalement suffisamment stable pour que je puisse me concentrer sans craindre de manquer une alarme critique. Mera dormait dans sa chambre, serrant le lapin en peluche dont elle avait refusé de quitter l'hôpital sans. J'ai cliqué sur le portail sécurisé de l'entreprise de mon père, un endroit que j'avais abandonné lorsque j'ai choisi l'amour plutôt que l'héritage. Le mot de passe a toujours fonctionné, une relique de mon ancienne confiance. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais la clé de tout ce qu'ils avaient passé mon vie à construire et à tout ce qu'ils me détruiraient. Les archives se sont déployées devant moi. Des feuilles de calcul suivies des entrées d'investissement, des mémos, des remboursements sur les remboursements des clients et des états financiers qui brillaient avec des nombres polis, mais des courants sombres avaient des courants sombres. J'ai navigué à travers des couches d'annuaires jusqu'à ce que je trouve le fil que j'avais cherché des paiements enregistrés aux entités offshore, censés Project Aurora. Money déguisé en rendement à des clients élevés de la valeur de NetW à acheminer par le biais de sociétés écrans dans les paiements. J'ai tracé chaque transfert, les dates, les montants, les cadres qui ont signé. La piste papier était méticuleuse, un témoignage accablant de leur corruption et de leur cupidité. Mon cœur battait en réalisant l'ampleur de ce que je tenais. Ces documents ont prouvé qu'ils avaient siphonné les actifs de pension du nez de leurs employés, manipulant les performances des actions pour s'enrichir au détriment de ceux qui leur ont fait confiance. Ils m'avaient radié comme un passif quand j'en avais le plus besoin. Maintenant, je rendrai l'appareil. J'ai rédigé un email crypté à la ligne de dénonciation IRS, joignant les preuves compilées.
Ensuite, j'ai créé des threads séparés pour 3 publications commerciales de premier plan détaillant le schéma avec précision. Et enfin, j'ai tout transmis aux concurrents qui avaient autrefois courtisé les partenaires de l'entreprise, désormais prêts à ramasser les pièces après les retombées. Mon doigt a plané sur le bouton d'envoi, et pendant un moment, j'ai hésité. Peur bouclée dans mon intestin. J'ai pensé à Griffin, mon frère, qui avait fait ses enchères sans aucun doute, de ma mère, qui avait appelé rejetable, et de mon père, dont la voix avait piétiné tous les plaidoiries que j'avais apportées. Ils m'avaient sous-estimé, croyant que je n'avais pas la condamnation de suivre. Maintenant, ils apprendraient à quel point je pouvais me battre avec féroce. J'ai appuyé sur Send, écoutant le faible bourdonnement de mon ordinateur portable alors que les fichiers se dispersaient dans l'éther. Dans les heures suivantes, j'ai regardé ma tempête soigneusement construite se réunir. Mon téléphone a pingé de confirmation anonyme de News Desk reconnaissant le reçu. Le système de dénonciation cracha une réponse automatisée, assurant la confidentialité et promettant une enquête. Un exécutif amical d'un concurrent a envoyé une note de remerciement Kurt, laissant entendre qu'il briserait l'histoire dans les 24 heures. Chaque notification m'a renforcé, un raz-de-marée de rétribution que j'avais convoqué intentionnellement. Et pourtant, j'ai ressenti un scintillement de malaise. Je savais qu'une fois déchaînée, cette tempête pouvait décimer irrévocablement le nom de ma famille. Mais je savais aussi que le juge l'exigeait. S'il pouvait traiter Ri comme des dommages collatéraux, il ne méritait rien de moins que le calcul total. Cette nuit-là, je me suis finalement permis d'expirer. La forteresse. Que j'avais construite autour de Ré et Mera était désormais imprenable, et les murs que j'avais érigés dans mon ancienne famille avaient commencé à s'effondrer. Dans mon esprit, j'ai vu les gros titres. Scandale financier de Langston, comptes offshore, paiements silencieux exposés. J'ai imaginé le bouleversement de la salle de conférence, les audits réglementaires, les conférences de presse où la façade d'acier de mon père se briserait, peut-être même se briser. Un sentiment de sombre satisfaction me lavait, tempéré par la conscience qu'il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis tenu, étirant la tension qui s'était enroulée dans mes muscles toute la journée. J'ai monté les escaliers jusqu'à la chambre de Ray, où le clair de lune s'est penché sur son lit d'hôpital. Sa respiration était stable, les moniteurs émettaient en rythme doux. Je me suis assis à côté d'elle, brossant ses cheveux loin de son front. « Tu es en sécurité, murmurai-je. Ils ne peuvent pas te toucher maintenant. » J'ai placé une main sur sa poitrine, sentant la montée lente et déterminée de son souffle. J'ai pensé au sourire de Mira et à la vie que nous avions combattue si dure à préserver. À ce moment-là, la tempête que j'avais déclenchée ne se sentait pas comme une vengeance, mais comme une protection, un acte d'amour aussi féroce que toute promesse. Dehors, la nuit s'est installée autour de notre maison comme une couverture. La tempête que j'avais mis en requête ferait rage dans les salles de conférence et les salles d'audience, dans les gros titres et les dépôts financiers. Mais ici dans cette pièce, il n'y avait que le silence de la guérison et la promesse de l'aube. Je me suis penché sur Ray et j'ai pressé un baiser sur son front, goûtant le léger sel de larmes que je n'avais pas réalisé que j'avais versé. « Reposez-vous maintenant, » murmurai-je. « J'ai tout sous contrôle. » En bas, les premiers braises d'un nouveau jour ont commencé à briller. Et moi, le fils qu'il pensait faible et sentimental, j'étais prêt à affronter la tempête à venir parce que j'avais appris de la manière la plus difficile que la vraie force se falsifiait dans les incendies de la trahison dans le creuset de l'amour. Et je protégerais ma famille par n'importe quelle tempête, aussi féroce. Le coup est venu juste au moment où le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel en violet meurtri et rose en sourdine. J'étais assis à la table de la cuisine versant des factures et des rapports médicaux, une tasse à moitié vide de café froid à mon coude. Mera était dans sa chambre à pratiquer les premiers bars de la sonate au clair de lune de ouverte sur son petit clavier numérique. Les notes dérivant dans le couloir comme une promesse fragile. La récupération de Ray avait pris un léger tour pour le mieux. Elle avait commencé une ergothérapie ce matin-là et avait réussi à se nourrir de pudding sans se répandre. Je me suis donc permis quelques instants d'optimisme prudent. Puis vint ce coup. Ferme, délibéré, impossible à ignorer. Mon cœur a obtenu. Lorsque l'empire d'une famille commence à s'effondrer, les vautours ont tendance à tourner. J'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre avant où 2 figures se tenaient encadrées dans la lumière décolorée. La silhouette équilibrée de ma mère,
un sac à main se balançant de son bras comme un accessoire plutôt qu'une bouée de sauvetage, et mon père, les épaules au carré, l'expression illisible comme du granit, mon souffle pris dans ma gorge. Ils étaient revenus. Je me suis levé de la table, les muscles raides des heures penchés sur la paperasse. La musique de Mira a cessé. Elle jeta un coup d'œil au coin, les yeux grands et incertains. Je m'accroupis à côté d'elle. « Restez ici, chérie. » Je murmurai, touchant ses cheveux. « Verrouillez la porte si quelqu'un entre. » Elle hocha la tête, se retirant dans sa chambre et fermant doucement la porte. J'ai carré mes épaules et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, chaque pas lourd avec le poids d'anticipation. Ils se tenaient là comme s'ils appartenaient. Idem que toujours. Mais la chaleur qui accompagnait généralement leur forme familière s'était épuisée. À sa place se trouvait une tension, une aura fragile de droit mélangée à désespoir. Les lèvres de ma mère se courbèrent dans ce qu'elle comptait comme un sourire, mais elle a atterri au froid sur mes nerfs. Mon père a hoché la tête avec ridicule, ses yeux surgissant le porche comme s'il évaluait un investissement raté. « Bonjour, mon fils, » dit ma mère, sa voix sirupeuse. Nous voulions voir le chalet pour rencontrer notre petite fille. J'ai pressé mes paumes à plat contre le bois lisse de la porte. « Tu ne peux pas entrer. » Les sourcils de mon père se sont levés de surprise. « Que voulez-vous dire ?» il a demandé. « Nous sommes de la famille. » J'ai avalé, luttant contre le tourbillon de la colère et du chagrin dans ma poitrine. La famille ne se comporte pas comme des vautours. J'ai rencontré son regard directement pour la première fois depuis que j'avais envoyé les preuves à l'IRS. Sa bouche s'est éclaircie, reconnaissant que je voulais dire ce que j'ai dit. Ma mère s'est moquée. Tu es melodramatique. Nous sommes venus aider. Aider. J'ai fait écho doucement, la voix bordée d'acier. Vous avez essayé de la tuer avec vos mots. Vous nous avez abandonnés quand nous avions le plus besoin de vous. Vous n'avez pas le droit. Mon père a fait un pas en avant comme s'il était contraint par l'habitude. Vous ne comprenez pas la pression que je faisais. Je l'ai coupé. Je comprense accetement. Vous appréciez l'argent sur la vie, la réputation de l'humanité. Et maintenant, vous vous tenez sur mon porche en attendant la gentillesse. Le silence s'étend entre nous. Le genre qui révèle des divisions irrévocables. Le visage de ma mère pâle, le masque craquéant alors que son sang pratiqué se glissait. La mâchoire de mon père se serra, les lignes de son temple pulsant de frustration. Les mots suivants de ma mère coulent de fausse douceur. Nous voulons juste voir Mera, j'ai pensé au tremblement de 4 ans qui avait supplié de voir vos grands-parents, ignorant la haine qui s'était infiltrée de leur voix. Ma poitrine s'est resserrée. Elle n'est pas à la maison. Les yeux de mon père passaient à la fenêtre tandis que la note de piano unique de Mira sonna. Un rappel plaintif que l'innocence prospérait encore à l'intérieur de ses murs. Il fronça les sourcils. Ne nous mens pas. Je ne le suis pas, dis-je calmement. Elle est chez Madame Dalton. Elle est en sécurité là-bas, et elle y restera jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous avez perdu. La compréhension scintillait dans leurs yeux, hésitation dans la position rigide de mon père. Ma mère a sorti son téléphone comme pour m'enregistrer, mais son sourire vacilla sous le regard que je me plaçais. Je l'avais enregistré à chaque chuchotement cruel dans la chambre d'hôpital. Ces mots qui avaient été plus profondément que n'importe quelle lame, et j'avais transmis les dossiers au conseil d'administration et à l'administration de l'hôpital. Elle savait que je pouvais l'exposer à nouveau. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a fermée comme si le script sur lequel il s'était appuyé s'était évaporé. Ses prochains mots étaient bas, à Ratrige. Ce n'est pas fini. J'ai rencontré sa menace avec certitude. Non, ce n'est pas le cas. Pas avant que vous compreniez que la famille est définie par la loyauté, pas les entrées de grands livres. Ma mère me regarda, les lèvres pressées dans une fine ligne. Les épaules de mon père ont légèrement chuté, le premier signe de l'endroit où j'avais vu sur lui depuis des années. Ils se sont détournés, marchant sur le chemin sans un autre mot. La lumière du porche s'est précipitée en sortant hors de portée, me laissant debout seul dans le crépuscule de rassemblement. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée, le cœur battant. Pendant un moment, je me suis penché contre le bois, les yeux fermés, respirant l'air frais filtré à travers l'écran. Ensuite, j'ai marché dans le couloir jusqu'au salon où Ray était assis dans les oreillers, me regardant avec ce regard doux et plein d'espoir que j'aimais plus que la vie elle-même.
Je me suis agenouillé à côté d'elle, me frottant le pouce le long de son poignet. Ils sont venus, dis-je tranquillement. Ils ne sont plus les bienvenus ici. Elle hocha la tête, la fatigue et le soulagement se mêlant à son regard. Je suis fier de toi, murmura-t-elle. Mera a plongé dans la pièce, serrant son lapin, des coins de ses lèvres tremblants. Je l'ai ramassé, la tenant prêt. Ils sont partis, je lui ai assuré. Ils ne nous feront plus de mal. Cette nuit-là, alors que le chalet s'installait dans le silence et que la lune se reproduisait à travers les rideaux, j'ai compris ce que la vraie famille signifiait. Les gens qui vous soutiennent lorsque toutes les autres mains se détournent. J'avais construit une forteresse d'amour et de protection autour de Ré et Mera, et aucune force, aussi dorée, ne pouvait pas la violer. Dans l'immobilité, j'ai fait un vœu. Je les garderai, me battrai pour eux et je ne laisserai jamais personne menacer notre sanctuaire. Parce que certaines batailles ne sont pas une question d'argent ou de réputation. Il s'agit de l'amour, de l'armure la plus féroce de tous. La lumière du matin passa à travers des rideaux en lin, jetant des motifs doux sur le plancher de bois franc alors que je me versais un café noir de la presse française. Mera était déjà en bas de l'esquisse à la table de la cuisine, ses boucles blondes tombant sur les dessins d'une famille souriante. Ré était dans son bureau à domicile en révisant les notes pour ses survivants de soutien aux survivants la semaine prochaine. La maison se sentait paisible, presque ordinaire, et j'ai savouré le rare silence. Puis mon téléphone a bourdonné d'une alerte qui a brisé le calme. J'ai presque laissé tomber la tasse en lisant le titre. Langston et les actifs de l'entreprise ont gelé en attente une enquête fédérale. Mon cœur a martelé si fort que je pensais qu'il pourrait frapper ma cage thoracique. J'ai cliqué sur le lien de l'article, scannant le texte. Le ministère de la Justice avait rendu une ordonnance d'urgence gelant tous les comptes d'entreprises associées à l'entreprise de mon père. Un juge a signé l'injonction sur la base de preuves que l'unité de dénonciation IRS avait fourni mon témoignage. Le terrain de Griffin s'était effondré lorsque ses bailleurs de fonds ont été nommés aux assignations. Le nom de Cecilia, autrefois affiché dans le programme de gala de charité, est maintenant apparu dans une liste de cadres inculpés. Des photographies de l'ordonnance judiciaire ont flotté à travers la page, un sceau officiel estampillé à l'encre cramoisie. Je pose le café, les mains tremblantes. J'avais déclenché cela, mais je m'attendais à une bataille, pas à un siège pur et simple. Ri m'a rejoint à l'îlot de cuisine, se penchant pour voir la page du journal sur mon téléphone. Son expression clignote entre la préoccupation et la justification. « Tu as fait ça, dit-elle doucement. Tout cela. » J'ai hoché la tête, avalant. Cela se produit. Elle a touché mon bras. Je suis stable. Ça va. J'ai hésité, en choisissant l'honnêteté plutôt que le rassurance. J'ai peur, mais je ne suis pas désolé. Nous avons partagé un moment de résolution silencieuse avant que le téléphone ne bombarde à nouveau. Cette fois, c'était un message crypté des membres complices du conseil d'administration de l'entreprise de mon père. Ils avaient été évincés, remplacés par des administrateurs en justice. Un autre du concurrent qui avait reçu la fuite. Ils étaient impatients de négocier des pourparlers de partenariat subordonnés à mon accord pour les conseiller sur l'intégration des comptes nouvellement orphelins. Et puis un texte de Griffin. Appelez-moi. Je me suis excusé et je suis monté sur le porche arrière où la brise brisée de celle de la côte voisine portait le léger cri de goéland. Je l'ai composé immédiatement, se préparant à l'impact de sa voix. Bro, répondit-il, tension effilochant chaque syllabe. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis penché contre la balustrade, sentant que les planches sous moi se déplaçaient avec mon poids. Protéger ma femme et ma fille, se moqua-t-il. Vous avez fait exploser la famille. Les actifs de papa, nos partenaires commerciaux ont disparu. Un fardeau ne devrait pas être un passif, dis-je tranquillement. Vous et papa avez traité Ré comme des dommages collatéraux. Je l'ai traité comme une famille. Silence. Puis une expiration brutale. Nous sommes ruinés. Non, J.I. corrige. Vous avez choisi de construire sur des mensonges. Ça allait toujours s'effondrer. Il passa une main dans ses cheveux. Vous êtes un homme de balle. Une boule de démolition pour la justice, j'ai répondu. Maintenant, les retombées sont réelles, mais nous vivrons. Il a répété incrédule. La réputation de papa, notre héritage, tout. J'ai pris une profonde inspiration,
laissant la brise de l'océan me stabiliser. Ce qui compte, c'est ce qui est devant nous. J'ai une femme qui est suffisamment récupérée pour danser à nouveau, une fille qui est en sécurité et la vérité de notre côté. Il soupira, tremblant de colère et quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Regrette peut-être. Je suppose que je vous dois des excuses. Dis-je, voix douce. Soyez juste honnête avec vous-même. Cet appel a mis fin au chapitre avec Griffin. Je suis revenu à l'intérieur, trouvant Ray sur le canapé, miroir enroulé à côté d'elle, lisant à haute voix dans son projet de blog. Après l'épave, elle l'a appelé. Je coule dans le fauteuil en face d'eux, laissant mon regard se ramollir en les regardant partager un moment calme. Plus tard dans l'après-midi, la sonnette a sonné et debout sur le perron était l'équipe juridique de Harold Braxton, des malformations en main. Harold Braxton, le milliardaire de capital investissement dont les actifs avaient été liés à l'empire de mon père à travers une série de transactions douées sur les sociétés Shell. Il avait été l'un des surenchères par mon père pour ses acquisitions immobilières lucratives, et maintenant il portait la victoire comme un costume personnalisé. Je les ai accueillis à la porte, la voix calme. Entrez. Ils sont entrés dans le foyer Saint-Lay, des catalogues de puissance de la salle d'audience et des liens croquants et des chaussures polies. L'avocate principale, une femme aiguë du nom de Carson Mills, a ouvert sa mallette et a placé un seul dossier sur la table de la console. Monsieur Langston, elle a dit, vous savez de quoi il s'agit. J'ai hoché la tête, ma gorge épaisse. Je fais. Nous sommes ici pour négocier un règlement, a-t-elle déclaré. Pour récupérer les fonds, détournés de la société de votre famille, mon client n'aurait jamais dû être contraint de poursuivre devant le tribunal. Je l'ai étudié avec soin. Je m'attendais à l'hostilité et aux menaces. Au lieu de cela, j'ai trouvé une courtoisie professionnelle qui parlait de roues déjà en mouvement. Quelle est votre offre? J'ai demandé. Carson Mills a rencontré mon regard. Si vous facilitez notre acquisition des actifs viables restants de l'entreprise, nous recommanderons la clémence au DOJ et négocierons une pénalité réduite. Votre réputation familiale pourrait être partiellement restaurée. J'ai ressenti la pointe de la tentation. Reconstruisez l'empire pour des raisons honnêtes. Répartir le peu du peu. Mais je pouvais presque sentir le sourire suffisant de mon père fondre au lendemain. Et je n'étais pas prêt à lui offrir cette chance. J'ai brièvement fermé les yeux, pesant le coup. Compromettre mes convictions ou laisser le passé enterré en ruine. J'ai ouvert les yeux. Non, dis-je, son front arqué. Vos termes alors. J'inspire l'odeur d'air de sel qui dérive à travers la porte ouverte. Plus d'offres, plus de partenariats cachés. L'entreprise reste sous le récepteur jusqu'à la fin de l'enquête. Vous pouvez avoir les propriétés de mon père, mais pas un centime de Ray Esker ou de l'avenir de Mira, et personne ne contacte à nouveau ma famille. Elle hésita, lisant ma résolution. Puis elle hocha la tête, rassemblant son dossier. Je vais rédiger les documents. Ils sont partis, la porte cliquant sur eux, et je me suis expiré. La forteresse autour de ma famille avait tenu. Les vautours avaient encerclé, mais ils n'ont trouvé que des salles vides et des portes verrouillées. Laissant les vagues emportées par la trace. Le véritable coût des conséquences dans la valeur inestimable de la vie que nous avions récupérée. Trompery. Mais nous avions gagné quelque chose qu'aucune salle d'audience ne pouvait saisir. Notre intégrité, notre paix et nos autres. La lumière du soleil inclinait à travers les rideaux alors que je versais 2 tasses de café. La vapeur se recroquevillait vers le haut dans des spirales paresseuses. Ray était assis à l'îlot de cuisine, toujours lent à mobiliser après la thérapie. Mais ses yeux tenaient une étincelle que je n'avais pas vue depuis des semaines. En face d'elle, Mera s'est équilibrée sur son tabouret, un carnet de croquis ouvert, ajoutant des touches finales à un dessin de notre petite famille sous un arc-en-ciel. Ils souriaient tous les deux, et pour la première fois depuis l'accident, j'ai senti la lourdeur dans ma poitrine commencer à se soulever. Ray leva sa tasse dans un toast. À vivre, dit-elle doucement. Pour vivre, j'ai fait écho, tirant ma tasse contre la sienne. J'ai reposé ma main sur la sienne, sentant la force dans ses doigts alors qu'elle se serra en arrière. Mera sauta vers le bas et pressa sa photo dans ma paume. En lettres soignées, elle avait fait défiler « Merci d'avoir sauvé maman ». Mes yeux s'échappent et j'ai avalé la bosse dans ma gorge. Plus tard dans la matinée, nous nous sommes empilés dans la voiture pour le trajet vers le centre communautaire.
Ray est le premier engagement parlant depuis l'accident. Elle avait accepté de partager son voyage dans un groupe de soutien de Survivor, dans l'espoir d'aider les autres à lutter avec un traumatisme. J'ai gardé mes mains sur l'étain et deux sur le volant, la regardant de temps en temps. L'accident sur son poignet gauche lui rappelait toujours de reposer son bras, mais sa posture était droite, les yeux brillants avec un but. Mera s'est assise dans le dos, les pieds se balançant, fredonnant la mélodie qu'elle avait composée pour elle après la chanson thème du blog de Rec. À notre arrivée, le modeste auditorium de la communauté scindée était chaleureux et accueillant. Des chaises de pliage ont été disposées autour d'un écran de projecteur, et un petit public de survivants d'accidents et leurs familles se sont coulés. Ray a pris une profonde inspiration alors que nous nous dirigeons vers l'avant. J'ai touché son épaule et elle m'a offert un sourire reconnaissant avant de s'intensifier au microphone. Elle a commencé à raconter de manière artisanale l'accident qui l'a presque tué, les séances de réadaptation atroces, la peur qui l'a saisie lorsque les médecins ont mis en garde contre les déficits permanents. Sa voix s'est renforcée comme elle l'a décrit au moment où j'ai pris d'assaut l'hôpital, ma chemise ensanglantée et une promesse inflexible de la protéger. Elle a parlé de la forteresse que nous avons construite, des percées de thérapie et des nuits tardives d'espoir et de désespoir. Elle a raconté à quel point 6 semaines après la chirurgie, elle a fait ses premiers pas sans aide, Mera applaudissant si fort que ses petites mains ont laissé des empreintes rouges sur les bras de Ray. Lorsque Ri a parlé du but, le public s'est penché en avant. Quand elle a parlé de la résilience, j'ai vu des larmes aux yeux. Et quand elle a mentionné mon nom, l'homme qui a refusé de me laisser mourir, j'ai regardé sa tête tourner, l'admiration et la gratitude se reflétant dans les visages étrangers. Je me suis assis à l'arrière, serré, fixant la femme que j'aimais en récupérant son pouvoir. Par la suite, les gens se sont présentés pour la remercier. Une mère dont la fille a survécu à une chute presque mortelle. Un vétéran aux prises avec le SSPT, un jeune homme paralysé dans un accident de voiture. Ri a écouté, a offert des mots d'encouragement et a embrassé chaque personne avec la même compassion féroce qu'elle m'avait montrée. Mera a glissé de mon main, et s'approcha de sa mère, enroulant ses bras autour de la taille de Ray. La pièce a étouffé puis des applaudissements se leva comme une vague jusqu'à ce que les joues assez HD en applaudissant. Nous avons laissé le centre main dans la main, le miroir sautant entre nous. À l'extérieur, je me faisais une pause sous le chêne par l'entrée. Ray se tourna vers moi, les yeux brillants. C'était terrifiant, a-t-elle admis. Mais aussi la meilleure chose que j'ai jamais faite. J'ai embrassé son front. Tu étais incroyable. Elle jeta un coup d'œil à Mera, qui s'est éloignée pour chasser une feuille qui tombe. Le seul prix que j'ai toujours voulu, a dit tranquillement, était de marcher à nouveau, de dire ma vérité, d'aider quelqu'un d'autre à survivre. Je glissai mes bras autour d'elle, la sentant se pencher en moi. Vous avez fait cela, ai-je dit. Vous avez tous les deux. En ramenant à la maison, le soleil de fin d'après-midi a réchauffé la voiture. Mera a fredonné sa chanson. Ri reposa sa tête contre mon épaule. Et j'ai senti ce lien féroce et incassable entre nous, l'attribution de l'amour et de la vie elle-même, forgée de l'épave et polie dans les incendies de nos batailles partagées. Aucune distinction ne pouvait égaler l'honneur de cette famille, entière et victorieuse, debout ensemble à la lumière d'un nouveau départ. Je n'ai pas parlé à mes parents depuis qu'ils sont partis ce soir-là, leur voiture polie disparut dans notre voie comme un fantôme de tout ce que je croyais autrefois. Le chalet est plus silencieux maintenant. Les échos de leurs menaces ont été placés par le rythme doux de la respiration de Ray et le rire de Mera dérivant de sa chambre. Je me réveille avant le lever du soleil, non pas à leur demande ou à leur jugement froid, mais à la promesse de café et de la tasse de Ray et de la première légère baignant notre maison en or doux. Nous nous sommes installés dans une routine lente qui ressemble à Grèce. Ray, une fois attaché aux machines et aux tubes, pratique désormais ses étapes de danse pieds nus dans le salon, sa façon préférée de tester son équilibre. Elle appelle des corrections à elle-même et à silencieux des murmures. Et je me tiens à la porte, les bras croisés, le cœur plein de fierté. Le miroir applaudit chaque fois que sa mère se tourne en douceur, sa version miniature des applaudissements de ballet. Et moi attraper l'attention de Ray, et nous partageons un sourire qui n'a pas besoin de mots. Il y a longtemps, l'assurance a cessé de couvrir nos factures. Mais nous avons trouvé des moyens, la vente de voitures, des prêts modestes de vieux amis qui croyaient toujours en nous, un petit héritage de ma grand-mère, de l'argent qu'elle a caché du fonds universitaire de Mera. Nous avons appris à vivre moins,
à être créatif avec les repas et les tâches, pour trouver de la joie le matin plutôt que le week-end. Notre vie ne tourne plus autour des réunions du conseil d'administration ou des rendez-vous chez le médecin, mais autour des minuscules victoires. Le premier pas sans aide de Ray dans le couloir. La première dé de Mira sur son masque a été surmontée par des séances d'études à notre table de cuisine. Je passe l'après-midi à écrire des vérités plutôt qu'à des chèques, à verser notre histoire dans un blog que j'ai commencé sous un pseudonyme. Lorsque le sang est sur vos mains, nous raconte notre voyage de l'accident à la salle d'audience. De la trahison à la renaissance. Les commentaires viennent de lecteurs qui se sentent vus. Merci à notre Candé. Chaque message rappelle que la famille n'est pas définie par des comptes sanguins ou bancaires, mais par la main qui vous tient lorsque vous tombez. Le jour où j'ai finalement supprimé les numéros de mes parents de mon téléphone, j'ai senti le poids de ma poitrine. Plus de tentation de répondre lorsqu'ils ont appelé. Plus d'effroi à la vue de leur nom éclairant mon écran. Leur funérailles, le deuil public de notre relation, ne s'est jamais produit. Au lieu de cela, j'ai enterré l'idée d'eux dans le coin privé de mon cœur où les vieilles blessures sont dormantes. La semaine dernière, nous avons conduit sur la côte pour un pique-nique, emballé des sandwichs au beurre d'arachide et de la limonade. Mera a collecté des obus tandis que Ray et moi marchons main dans la main le long de la marée, pas d'empreinte côte à côte. Un mouette a pleuré au-dessus de la tête et je me penchais pour ramasser un morceau de bois flotté lisse, le retournant dans ma paume comme s'il maintenait tous les fragments de notre passé. Ray glissa un bras autour de ma taille, posant sa tête sur mon épaule. « Nous sommes vivants, murmura-t-elle. Et nous sommes ensemble. » J'ai embrassé le haut de sa tête, sentant le sable se déplacer sous nous, sachant que tout pourrait tout changer en un instant. Mais c'est la beauté de notre nouvelle vie. C'est réel, fragile et entièrement le nôtre. Pas de funérailles, aucun rituel ne pourrait honorer ce que nous avons perdu ou gagné mieux que cela. Morning avec un café chaud, la musique de Mira dans le couloir et le son du rire de Ray résonnant dans les pièces que nous avons reconstruites de l'épave.